Ce n'est pas un vélo pour moi. Pourquoi? Trop amusant? À cause de l'acropole? Non, à cause du mode rallye et du mode supermoto ABS? Ouais. Salut, c'est moi, Anjay. Et voici le tout nouveau, très méchant KTM 1290 Super Adventure S. Je sais qu'il n'a pas vraiment l'air d'une toute nouvelle moto car il ressemble beaucoup à l'ancienne, mais il faut savoir que 90% des pièces sont nouvelles. Et hier, lors de la présentation technique, à un moment donné, mon cerveau a littéralement surchauffé à cause de la quantité d'informations, car il y a vraiment beaucoup de changements sur cette moto. Si j'oublie quelque chose maintenant pendant la vidéo, souvenez-vous que tout sera décrit dans le numéro 3 de l'année 2021, dans Chouette Motocycli bien sûr. Pourquoi est-ce une mauvaise moto? Parce qu'elle est vraiment terrible à conduire. C'est terriblement agréable à conduire et elle veut vraiment bien rouler. Il est très difficile de se retenir, de ne pas la conduire comme l'exige la loi et comme le dicte la raison. Donc je ne vais pas le cacher aujourd'hui au moment où nous roulions sur des routes désertes ou fermées, parce que par exemple nous avions des séances photos. Souvenez-vous que ce que vous voyez sur les photos, ce sont toujours des tronçons de routes fermées, sécurisés, et là c'est sans danger. Donc je l'ai fait parce que cette moto voulait le faire et aussi pour montrer de quoi cette moto est capable. Chris Mook dit très justement que les motos s'achètent souvent avec les émotions et il ne s'agit pas de dire que chacun d'entre nous va tout de suite rouler avec cette moto en glissade, contrôler sur la roue arrière à 180 km/h ou faire du wheeling. Peu importe, tout simplement. Mais la conscience que cette moto en est capable est vraiment agréable. Revenons cependant au début et au changement. Vous devez savoir ceci, le cadre est nouveau, le moteur a été amélioré, le réservoir de carburant et les carénages sont entièrement neufs. La géométrie de cette moto était nouvelle et cela fait vraiment une différence. La course à la puissance maximale, à mon avis, touche déjà à sa fin. 160 chevaux sur cette moto, c'est vraiment suffisant. Et j'ai parlé aujourd'hui avec les ingénieurs. Ils ne chercheront plus à augmenter la puissance maximale. Ils chercheront plutôt à obtenir encore plus de couple, car actuellement il y a 138 Nm et il tire comme un fou. Et grâce à ce couple déjà disponible à bas et moyen régime, on s'aventure rarement dans la zone où la puissance maximale est atteinte. Fait intéressant, même si le moteur a la même puissance, il a tout de même subi une série de modifications, par exemple le bloc moteur dont toutes les parois sont plus fines, ce qui a permis d'économiser jusqu'à 1 kg de poids. Par exemple, les canaux d'huile ne passent plus à l'intérieur, ils ne sont plus intégrés au bloc, mais sont désormais de simples tubes en aluminium séparés. De la même manière, les nouveaux carénages sont conçus pour être plus légers, mais au final, la moto n'est pas plus légère que son prédécesseur. Pourquoi? Parce que toute cette course à la réduction du poids sert à faire en sorte que la moto ne soit pas encore plus lourde, car nous avons de nouveaux équipements à bord. Nous avons de nouvelles normes d'émission qui font que les motos deviennent plus lourdes. Et cette lutte pour réduire le poids sert en réalité à maintenir ce poids. Donc le moteur, les performances n'ont pas changé, il y a de nouveaux pistons, encore plus légers. La boîte de vitesse, c'est un grand changement. La boîte de vitesse de cette moto, j'en ai déjà parlé, elle est fabriquée par Pank, une entreprise très spécialisée dans la production de pièces haut de gamme, de pièces de différents alliages. Par exemple, ils fabriquent des éléments pour les moteurs de Formule 1 et de course, comme les bielles. Je sais déjà, par exemple, je me souviens que pour la Panigale, c'était environ 8000 € pour deux bielles, ou quelque chose comme ça. Ou 8000 zlotys. Enfin bref, de toute façon, des sommes folles. Donc, ils sont responsables de la boîte de vitesse, et à mon avis, c'est la meilleure boîte de vitesse que l'on puisse actuellement trouver sur des motos. Elle fonctionne tellement vite, tellement en douceur, tellement précisément que c'en est presque incroyable. N'oubliez pas qu'il y a aussi un quick shifter pour monter et descendre les rapports. Donc passer les vitesses, c'est totalement absurde. Je me demande comment cela affectera la durabilité d'une telle boîte de vitesse. Car par exemple, l'arbre des leviers de vitesse est désormais en aluminium et le quick shifter signifie que nous changeons de vitesse sans utiliser l'embrayage. Donc les leviers de vitesse se déplacent simplement. Je ne sais pas, ouais. On verra. Le fait est que KTM se concentre, ils l'ont dans leur slogan Ready to Race, et ils se concentrent toujours sur le fait de faire en sorte que cette moto soit aussi performante que possible, qu'elle roule aussi bien que possible. Et combien de temps cela va-t-il durer?
Je ne sais pas, eh bien, le temps nous le dira. Quand on achète cette moto, on a de toute façon une garantie, donc il faut simplement commencer à rouler tout de suite avec pour voir comment ça se passe. En ce qui concerne le moteur, c'est à peu près tout. Il y a par exemple une nouvelle boîte à air et il est intéressant de noter que pour changer le filtre à air, il suffit de dévisser 4 vis. Cela a été grandement simplifié, c'est vraiment un clin d'œil à l'entretien de la moto. Même si l'intervalle d'entretien est de 15 000 km, théoriquement on peut parcourir 15 000 km avec la même huile, mais moi je la changerai plus souvent et le remplacement est d'une simplicité enfantine car le filtre est accessible, tout est en quelque sorte à portée de main sur cette moto. Cette approche est vraiment très orientée course car on peut entretenir cette moto très rapidement. Une toute petite chose comme par exemple ce support supplémentaire pour la chaîne. Lorsque l'on retire la roue, on a un support supplémentaire, puis on a ce cache sur lequel on peut vérifier si la chaîne est correctement tendue. Vous savez, ce sont de petites choses ou des idées très intelligentes qui au final facilitent la vie. En ce qui concerne le cadre, il a été raccourci de 15 mm à l'avant. L'angle de la colonne de direction a été accentué et au début, je me suis dit « mince, cette moto tourne encore mieux que la précédente ». On est automatiquement assis plus près de la roue, on l'alourdit mieux, la moto est un plus agile, mais j'avais peur que cela se traduise par une moindre stabilité dans les virages rapides. Mais il s'avère que non, car en même temps, le bras oscillant a été allongé, donc en réalité l'empattement sous nous a été conservé et simplement déplacé vers l'arrière pour simplifier, et nous sommes restés au milieu, ce qui signifie que le poids est un peu plus à l'avant. En même temps, le moteur a été légèrement tourné et les différences, vous savez, j'ai dû rouler d'abord avec l'un puis avec l'autre, mais le fait est que cette moto tourne tout simplement comme ça, elle se balance si facilement d'un virage à l'autre qu'on ne sent absolument pas que c'est une machine qui pèse plus de 250 kg. Le réservoir de carburant y contribue aussi car, comme vous vous en souvenez, sur la 990, il y avait 2 bouchons de remplissage car il y avait un réservoir à droite et un à gauche. Il avait 2 orifices de remplissage car il y avait un réservoir à droite et un à gauche. Ici, c'est en fait similaire car il y a un réservoir droit et un réservoir gauche. Ils descendent ici assez profondément, mais pas jusqu'en bas car il s'agit simplement d'une protection. Ils descendent assez bas et nous avons 10 litres d'un côté, 10 litres de l'autre et au sommet, il y a environ 3 litres si je me souviens bien. Donc cela abaisse automatiquement le centre de gravité et fait que cette moto change très facilement de direction. Ce qui, à mon avis, est vraiment un gros point positif, c'est la suspension. C'est la première version de la suspension semi-active WP. J'ai toujours écrit que c'était plutôt bien, mais pas tout à fait. Il y avait là-bas des valves qui, par exemple, quand on roulait lentement et qu'on appuyait sur le frein, on entendait juste clic, 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 clic. C'était vraiment très agaçant. La nouvelle version, voilà, des valves magnétiques, elles sont plus légères et il y a moins de pièces, donc moins de risques que quelque chose tombe en panne. Franchement, c'est incroyable pour être honnête parce qu'on ne sent absolument pas le fonctionnement de cette suspension. Et c'est justement ça, les bons châssis semi-actifs. On ne sent tout simplement pas leur fonctionnement. On sent juste que la moto est toujours collée à l'asphalte à chaque instant. Évidemment, ici à Fuerteventura, c'est génial. L'asphalte offre une excellente adhérence et étonnamment, les pneus tenaient bien parce que justement, je saute un peu du coq à l'âne. Mais vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Les pneus sont des Mitas et ma première question a été comment est-ce possible que vous ayez monté des pneus Mitas sur une moto pareille ? Et on m'a répondu que c'était le meilleur choix, qu'ils avaient testé toute une gamme de pneus et que c'était vraiment un choix exceptionnel parce que Mitas veut entrer sur le segment Adventure et ils ont investi beaucoup de travail et ont développé ce pneu spécifiquement pour cette moto. Et en effet, on peut les croire parce que, écoutez, il n'y aurait rien de pire que de construire une toute nouvelle moto et d'y mettre de mauvais pneus, car on sait que cela ruinerait complètement le résultat. Donc l'adhérence sur cette moto est incroyable. J'avais déjà l'impression que ce n'est plus comme avant, où tu entrais dans un virage en te demandant si l'avant ou l'arrière allait tenir, mais maintenant tu te demandes simplement à quelle vitesse tu peux prendre ce virage. Tu essayes de passer le virage suivant, puis encore un autre, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Tu n'arrives pas à croire que ça marche, n'est-ce pas ? Tu penches une masse à la moto, tu ne te soucies même plus de savoir si les pneus vont accrocher ou pas, si l'avant va décrocher ou non. Bien sûr, ça t'importe, mais cette limite est tellement loin de ce que nous avons. Parce qu'on a, vous savez, l'ABS en virage, un nouveau contrôle de traction qui utilise déjà ce capteur à 6 axes, mais en même temps, il y a de nouveaux capteurs, par exemple, qui mesurent le débattement des amortisseurs, ce qui soulage ce capteur à 6 axes afin que la moto puisse encore mieux s'adapter à ce qui se passe. Par exemple, la vitesse de rotation de la roue arrière est gérée séparément.
L'inclinaison de la roue arrière par rapport à la roue avant est également gérée séparément. Donc il peut arriver que la moto, vous savez, parte en glissade contrôlée, fasse patiner la roue et sorte du virage. Bien sûr, il sera beaucoup plus facile de le ressentir sur du gravier que sur de l'asphalte. Sur l'asphalte, il faut simplement que l'adhérence soit moindre. Parce qu'ici, si tu accélères, ça arrache de façon incroyable. Heureusement, en ce qui concerne toute cette électronique, on peut la gérer beaucoup plus facilement car il y a un nouvel écran et cet écran est enfin logique. En fait, le menu c'était logique parce qu'avant, chez KTM, tu changeais les réglages et tu croyais savoir ce que tu modifiais, mais pas vraiment. Et à chaque fois, tout se réinitialisait quand tu éteignais la moto. Maintenant, tout était fait avec des images, à tel point que même si le menu est dans une langue étrangère, aujourd'hui, j'avais le menu en espagnol et j'ai quand même pu changer les réglages parce que tout est illustré, tout est clair à l'extrême. En ce qui concerne les réglages, ceux du régulateur de vitesse adaptatif sont particulièrement intéressants. Vous voyez cet élément peu esthétique à l'avant. Le régulateur de vitesse adaptatif sert à conserver son permis de conduire et à éviter de payer des amendes. Sérieusement. J'ai confiance en ces dispositifs parce que j'en utilise un dans ma voiture et je savais tout simplement que s'ils en fabriquent un, il doit fonctionner. 35 000 heures de travail ont été consacrées au développement du radar en collaboration avec Bosch. 4500 paramètres ont été réglés pour que ce radar fonctionne. Donc en pratique, ce qui s'est passé, c'est que nous roulions en convoi. Vous savez, c'est un peu l'ambiance d'un trajet de liaison. Nous roulions en convoi à travers de petits villages. J'ai activé ce régulateur de vitesse adaptatif. La moto maintenait la distance. J'étais tout simplement serein, sachant que je ne dépassais pas la vitesse et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que, par exemple, lorsque nous prenions un virage serré et que la moto devant nous disparaissait de notre champ de vision, j'avais peur que la mienne accélère soudainement, qu'elle parte très fort. Mais non, elle a aussi un capteur d'inclinaison. Donc quand nous sommes inclinés, la moto ne va pas soudainement accélérer. Eh bien, ça fonctionne tout simplement. Il faut juste essayer et il me semble que quiconque essaye cela, sur l'autoroute par exemple, vous savez, dans ces endroits où c'est ennuyeux, où il n'y a rien à faire, il suffit d'activer le système et de rouler tranquillement. Aujourd'hui, je l'ai activé justement pour ne pas faire de bêtises, parce que c'est la vérité. Sur cette moto, si on désactive certains systèmes, par exemple si on active le mode rallye, bien sûr c'est une option, dans l'article je décrirai quels sont les packs disponibles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Quand on active le mode rallye, le contrôle de traction fonctionne, mais il n'intervient pas trop lorsqu'il s'agit de lever la roue avant. Ou alors on peut aussi désactiver complètement le contrôle de traction, et dans ce cas, on prend le contrôle total. Et donc j'ai essayé de faire un départ en première et jusqu'à la 3e vitesse, je n'arrivais pas à garder la roue avant au sol. Donc au final, il fallait que je coupe les gaz, ce qui me faisait perdre de l'accélération. Donc c'est une moto digne de porter le nom KTM. Elle est tout simplement aussi sauvage que ça. Et bien même en 3e, quand tu accélères, elle se cabre sur la roue arrière. Et si tu veux la lever en 4e, il suffit aussi de lâcher l'embrayage, mais en même temps, elle se laisse contrôler si facilement, elle est tellement précise au niveau de la poignée de gaz. Les éléments du moteur sont tellement légers, ils ne secouent pas, ils n'interfèrent pas avec ce que tu fais, donc tu peux à la fois rouler et faire des wheelings très rapidement, mais tu peux aussi faire des wheelings lents si tu sais comment, et il fait tout ça tout simplement. C'est pareil pour l'entrée dans les virages, en glissade. Eh bien si tu sais le faire, il le fera tout simplement. C'est pourquoi, à mon avis, toute personne qui achète cette moto devrait l'emmener sur circuit, ne serait-ce que pour apprendre à la maîtriser. Et en réalité, il vaudrait même mieux rester sur circuit avec cette moto. Ou alors, je ne sais pas, tout simplement, parce que c'est absurde, tout simplement. Comment cette moto roule-t-elle? Comment cette moto se comporte-t-elle? De même pour les freins, tout simplement, tout fonctionne à merveille. Il est vraiment difficile de trouver vraiment des défauts. Avant, je pouvais même reprocher à ces motos de chauffer énormément, mais celle-ci a une chance de chauffer moins, car maintenant, au lieu d'un seul radiateur, il y en a deux, et ils sont placés de telle manière qu'il y a ici des sorties, et l'air chaud du radiateur ne va plus dans notre direction, mais est expulsé vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu ce problème car il faisait autour de 20, un peu plus de 20 degrés, peut-être plus au soleil. Donc on verra comment ce sera pendant les grosses chaleurs. Mais il se pourrait qu'on ait enfin réussi à résoudre le problème de la cuisson des zones masculines et féminines sur la moto. Il est difficile de trouver de vrais défauts. On peut chipoter sur ces plastiques, mais le réglage de la bulle fonctionne très facilement. On peut le faire avec la main droite ou la main gauche. Bon, ce plastique n'est pas le plus beau. On verra à quoi il ressemblera après quelques années.
Le son. J'ai dit que j'aimerais avoir plus de son parce que pour être honnête, l'échappement ne fait pratiquement aucun bruit car il y a des limites de bruit. C'est un échappement homologué et il s'est avéré que même la boîte à air doit être insonorisée parce que je disais, écoutez, un son grave et guttural venant de la boîte à air serait utile. Non, la boîte à air peut faire autant de bruit que le silencieux et c'est pourquoi ce qu'on entend, c'est en réalité uniquement le son mécanique du moteur. Non, j'ai entendu de meilleurs sons dans ma vie. Les vibrations? Oui, il y en a. Et il y a des vibrations, on peut s'y habituer, mais vous savez, c'est un peu chercher les défauts exprès. Chaque moto, surtout un gros V-twin aussi poussé, va vibrer. Et le reste, eh bien, les selles. On peut maintenant installer 11 selles différentes. En fait, la selle est plus basse, car moi, le sous-châssis est différent pour que plus de gens puissent rouler dessus. Les repose-pieds, ils sont réglables. On peut les tourner, ils peuvent être plus bas ou plus hauts. Tout est fait pour les clients, pour que ce soit le plus facile possible pour eux. Et puis ce coffre, oui, le coffre est de retour, comme sur la 990, où nous avions un coffre. Ici aussi, il y a enfin un coffre, une clé sans contact avec de nouveaux systèmes anti-vol. Ah, il y a un inconvénient, car il y a une application, il y a la navigation, mais on ne peut pas y importer ses propres cartes externes. Par exemple, si on voulait partir sur le TET, peut-être pas avec celui-ci, mais avec la version R qui arrive bientôt, on voudrait partir sur le TET où on a des itinéraires déjà définis, qu'on télécharge sur Internet. On ne peut pas les importer dans cette application. Il faut créer l'itinéraire dans l'application point par point. Vous voyez, il y a quand même un inconvénient. Même la consommation de cette moto n'est pas très élevée car on a roulé de différentes manières. Aujourd'hui, à la fin, il me semble que c'était 5,9 ou 6,7. Désolé, je ne me souviens plus. Je vais encore vérifier et l'écrire dans le journal, donc vraiment, il ne consomme pas tant que ça. Ce boulot, c'est nul. Tout simplement, ça roule bien, c'est génial, c'est sauvage et on peut tout faire. Mais si on ne veut pas tout faire, c'est aussi une moto très agréable et douce. Il suffit de régler les modes plus doux et elle devient infaillible. On roule tout simplement, c'est doux, fluide, confortable, agréable. On peut régler la suspension en mode automatique, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de l'ajuster soi-même, elle réagit en fonction de l'accélérateur ou des freins. Quand on roule vite, elle se raffermit ou au contraire s'assouplit. Et si on veut personnaliser, on a le mode avancé où l'on règle séparément la fourche et l'arrière. L'arrière peut même se lever ou s'abaisser selon la précharge qu'on choisit, donc la moto peut encore s'abaisser de quelques millimètres, mais cela peut aussi se faire automatiquement. Le 21e siècle, KTM 1290 Super Adventure S, une bête cuirassée. Et là, c'était vraiment incroyable. J'ai hâte de faire des tests comparatifs, parce que nous ne serons pas capables, je vous le dis tout de suite, nous ne serons pas capables de dire si cette moto est meilleure que la GS ou meilleure que la Multistrada. Non. Ces vélos sont déjà à un tel niveau que nous ne pourrons que montrer à quoi chacun convient et où se trouvent les points forts de l'un et où se trouvent les points forts de l'autre. Espace, espace. Si vous ne me croyez pas, essayez de le conduire vous-même. Il est censé y avoir des voyages, des événements, quelque chose. Mais, oh, regarde, je vois que l'autocollant tombe. Et non, ce n'est pas un autocollant. Qu'est-ce que c'est? C'est parti maintenant. Ce n'était pas l'autocollant d'origine, il n'est pas là de ce côté. Bonjour et salutations chaleureuses à vous.